Bonsoir à tous. Merci d'abord de cette invitation. Et ça résonne particulièrement votre introduction avec des convictions qu'on a tous pour ceux qui travaillent depuis un certain nombre d'années dans les énergies marines renouvelables. C'est qu'on est bien à la convergence du secteur de l'énergie et de l'économie maritime. Donc vos deux groupements, en quelque sorte, symbolisent aussi finalement cette convergence et on va essayer de faire résonner ça ensemble ce soir. Alors je vais tout de suite partager l'écran. J'espère que tout le monde voit la planche première. J'imagine que oui, si personne ne me dit que non. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous ce soir? Un topo de 45 minutes sur les fondamentaux, à la fois de la transition énergétique mondiale et française, et comment les énergies marines renouvelables pourraient y contribuer. Donc, les énergies marines renouvelables, pour être tout à fait clair et dès le début, c'est un spectre large et on intègre dans ce périmètre-là l'éolien en mer. Alors, vous verrez aussi, parce que c'est aussi un gros dossier finalement des énergies et de la valorisation des ressources en mer. Donc, on les a intégrés. Je vais m'appuyer pour ça. Je vais vous présenter quand même en deux mots qui vous parle, si j'arrive à faire avancer les slides. Voilà. Je vais essayer de réduire un peu la fenêtre parce que sinon, je ne vois plus rien. Donc, je vais m'appuyer pour ça sur un certain nombre d'années d'expérience de conseil, à la fois pour des acteurs privés, donc principalement des entreprises, ça peut être des grands groupes énergéticiens, des industriels, systémiers, ceux qui fabriquent et qui développent et innovent dans de nouvelles machines. Et puis aussi pour des acteurs publics. C'est quelque chose qui m'est très cher d'avoir soigné un petit peu cette double casquette privée-publique. Et pour avoir accompagné un certain nombre de décideurs publics, soit au niveau européen à Bruxelles, soit au niveau national, au niveau du gouvernement, et plusieurs ministères, d'ailleurs, pas que le ministère de l'Énergie, on pourra en reparler. Et puis, loi de décentralisation oblige, avec beaucoup de conviction aussi pour les régions maritimes françaises, pour faire résonner quelque chose qui se tourne autour à la fois de la politique énergétique et de la politique industrielle. Vous verrez ces deux mots qui vont largement converger dans la manière de vous présenter les choses ce soir. Voilà. Donc, moi, dès 2007, j'ai commencé à plonger dans cet univers des énergies marines renouvelables, à la fois pour des phases de reconnaissance pour un certain nombre d'industriels et de politiques, et puis après sur des phases beaucoup plus opérationnelles, d'aide à la décision pour des investissements, pour le développement de projets, et notamment en France, mais aussi ailleurs. Voilà. Donc, je vais m'appuyer sur ça, et puis je vais m'appuyer quand même sur une actualité, qui était la publication d'un article que j'ai copublié avec deux autres co-auteurs qui sont présents ce soir et j'en suis ravi, Bernard Multon et Michel Paillard, qui vont donc jouer un rôle aussi aujourd'hui puisqu'ils vont répondre à vos questions avec moi en deuxième partie sur la suite après ce topo. Et je les remercie d'avance pour répondre aux questions. Je ne botterai pas forcément en touche, mais je leur donnerai très volontiers la parole pour qu'ils puissent s'exprimer et rendre compte aussi finalement de ce travail collectif qui nous a nourris pendant quelques mois, parfois dans la difficulté parce qu'on n'est pas d'accord sur tout et c'est tant mieux. Quand on copublie un article à plusieurs, il ne faut pas avoir la même voix ensemble. Donc c'est à la fois une moyenne, j'espère pas trop molle pour ceux qui ont lu l'article, de ce qu'on pense, nous, de ces sujets-là. Michel a une expérience assez extraordinaire, il vous la racontera, puisqu'il travaille sur ces sujets depuis 1980. Et Bernard a aussi une expérience prouvée et extrêmement intéressante, puisqu'il vient de l'électrotechnique et a beaucoup aussi travaillé sur les sujets de la mer. Donc, là aussi, ce dont j'avais besoin… Alors, je ne sais pas si on peut lancer le petit sondage. Tiens, j'ai un petit bouton qui apparaît. Donc, je vais essayer de lancer le premier sondage. On va essayer de rendre ça assez dynamique. Tout ça, c'est pour tâter un petit peu la salle. Je ne vous vois pas. Je ne vous connais pas. Donc, ça m'intéresse de savoir à la fois si vous avez lu l'article dont je vous parlais à l'instant et qui était en lien sur l'invitation. Et deux, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ce soir entre les enjeux, on va dire, macroéconomiques au niveau mondial de la transition ou alors des choses beaucoup plus franco-françaises parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fondamentaux, on y reviendra. Et est-ce que vous souhaitez plutôt un éclairage sur l'ensemble du spectre des énergies marines renouvelables qui est extrêmement large ou est-ce que vous venez là parce qu'il y a une ou quelques filières qui vous intéressent? J'en ai cité quelques-unes. L'éolien en mer, bien évidemment, poser des flottants, on reviendra sur les différences, la valorisation du courant, des courants des marées,
La houlogénération, donc la valorisation de la houle et des vagues, l'énergie thermique des mers, le différentiel de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides profondes. Et puis la pression osmotique, c'était plus la boutade parce qu'on est quand même très très peu avancé sur le dossier. Donc nous, comme on a une approche avec Michel et Bernard qui est très rationnelle et fondée sur des publications et sur nos propres travaux pour pouvoir s'exprimer avec conviction sur ces choses-là, eh bien typiquement sur la pression osmotique, on ne pourra pas dire grand-chose parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur la valorisation du différentiel de salinité entre l'océan, les eaux salées et les fleuves au niveau des estuaires typiquement. Je pense qu'on peut maintenant en finir avec le sondage. Je pense que pratiquement tout le monde a répondu. Je laisse encore aller quelques secondes. On va mettre fin au sondage. Je vais le publier pour le partager avec vous, partager les résultats. Donc, normalement, tout le monde, ce que j'espère, voit le résultat. La majorité, 83%, n'a pas lu l'article, donc ce n'est pas grave. Justement, l'enjeu de la présentation, c'est de vous donner l'ensemble des éléments et des fondamentaux et critères que nous avons creusés et développés dans cet article. Et enfin, votre intérêt porte principalement sur une vision globale des EMR, donc j'en suis ravi. Puisque je vais largement balayer l'ensemble des filières avec vous ce soir. Voilà. Et puis avec une équité à peu près entre le périmètre mondial et français, tant mieux aussi parce que ça correspond bien aux lignes de notre article et à ce que j'ai préparé pour vous ce soir. On va parler des deux et des différences aussi de fondamentaux entre la transition énergétique mondiale et française. Donc tout ça est parfait. On va pouvoir, je ferme le sondage. J'espère que la fenêtre a disparu aussi et je vais, oh là là. Je vais continuer. Alors, quelques mots-clés pour vous défricher un petit peu tout ce que j'ai préparé pour vous ce soir. Donc, je vais d'abord prendre un moment pour vous présenter un certain nombre de fondamentaux sur la transition énergétique. Je vais parler d'électrification du mix, qui est aujourd'hui la voie royale, si je puis m'exprimer ainsi, pour penser décarbonation du système énergétique. Ce n'est pas la seule, mais c'est quand même un levier qui aujourd'hui crée à peu près consensus dans de nombreuses parties prenantes qui s'intéressent à ces sujets. Donc, je vous dirai un petit peu pourquoi en vous présentant des chiffres, et notamment des chiffres extrêmement récents qui ont été publiés ce mois-ci. Je développerai aussi un propos qui permettra d'asseoir le rôle déterminant des énergies renouvelables, toutes filières confondues, terre et mer, pour nourrir cette ambition de neutralité carbone à horizon de 2050. C'est une sacrée ambition que de répondre à cet enjeu climatique qui est quand même le critère de fond qui nourrit beaucoup de réflexions et beaucoup d'investissements dans ce domaine, bien entendu. Et puis, vous me voyez venir, je vais aussi présenter les convictions qu'on a, Michel, Bernard et moi, mais aussi beaucoup d'autres, qui sont qu'il y a des incertitudes très fortes sur le fait de pouvoir nourrir l'espérance d'une transition énergétique mondiale avec une neutralité carbone à 2050 en ne comptant que sur des filières terrestres ou technologiquement matures, j'y reviendrai. Et donc, tout ça justifie finalement de s'intéresser au développement de nouvelles filières émergentes. Et dans le spectre des filières émergentes, les énergies marines renouvelables représentent celles qui offrent le plus de potentiel et le plus d'intérêt. Donc voilà je vous livre comme ça un petit peu les convictions que j'ai et que je vais essayer de développer et de justifier ce soir. Et on sera là aussi pour en discuter avec des jeux de questions-réponses si vous n'êtes pas d'accord, si vous souhaitez apporter des nuances ou si vous êtes aussi en phase avec ce que je vais souligner. Dans ce spectre des EMR, vous allez voir, je vais faire quand même un gros braquet sur l'éolien en mer parce que aujourd'hui, l'éolien en mer, c'est un buzz mondial, un game changer de la transition énergétique pour plusieurs choses. Des choses que nous, ceux qui se penchent sur ces sujets-là, disent depuis de nombreuses années, mais quand c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, ça fait un peu plus de bruit, c'est normal et tant mieux. Puisque en 2019, je ne sais pas si vous avez vu ce rapport, mais l'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport spécifique sur le développement de l'éolien en mer dans le monde et a qualifié son potentiel et son gisement de quasi infini. Donc tout ça ne veut pas dire grand-chose quand on essaye de manipuler les chiffres, mais c'est quand même une preuve que ce marché-là, qui était quasi inexistant il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, commence à prendre la place et va définitivement occuper une place importante dans les investissements futurs pour mener à bien la transition énergétique. Donc ça, c'était une vision mondiale et vous avez aussi souligné le fait que vous étiez intéressé par la vision française. Donc écoutez, vous voyez, je vous ai écouté
c'était préparé. On va aussi conclure ce propos sur l'intérêt de la France et la conviction que nous avons sur la politique énergétique française et industrielle de la France, puisqu'on sera à la convergence entre production d'énergie non carbonée et développement de nouvelles filières. J'attaque sans transition cette première partie que je nommais en rappelant, alors je sais que je suis devant un public potentiellement bien averti, on est chez Centrale. Maintenant, moi je m'interdis jamais, si vous voulez, de rappeler un certain nombre de repères qui sont extrêmement évidents pour ceux qui s'intéressent au sujet de la transition et du secteur de la production électrique. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde ici, donc autant passer 2 minutes pour rappeler quand même quelque chose d'absolument essentiel, qui est que l'énergie, ce n'est pas l'électricité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on développe au début de notre article. On rappelle les fondamentaux autour de l'énergie primaire, de l'énergie finale, bon, des fondamentaux aussi très clairs pour, j'imagine, la plupart d'entre vous. Mais attention, la transition énergétique, ce n'est pas la même chose que la transition électrique, même si ça peut un peu converger, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous aviez ce chiffre-là en tête, mais la production électrique pèse pour seulement, entre guillemets, 20% de la consommation énergétique finale. Donc, le sujet du jour et le sujet du développement des énergies marines, c'est principalement autour de la production d'électricité, mais pas que, vous verrez. Hein, je vous dirais par exemple que dans l'énergie thermique des mers, il y a des applications secondaires extrêmement probantes comme la production de froid, avec les eaux froides profondes qu'on peut récupérer. Mais principalement, il ne faut pas se leurrer, toutes les filières et toutes les technologies dont je vais vous parler, c'est d'abord et avant tout pour produire de l'électricité non carbonée et renouvelable. Donc, c'est autour de ce 20% là que je vais travailler avec vous aujourd'hui, qui correspond à la situation du jour. En 1940, ce n'était que 3%. Donc, on est vraiment sur une trajectoire assez continue autour de ce qu'on appelle l'électrification du mix énergétique final. Et les tendances qui sont annoncées pour le futur, pour encore une fois répondre à l'équation climatique, qui est l'un des grands drivers et principaux drivers de la transition, j'ai sorti quelques chiffres très récents qui émanent du dernier rapport Outlook de BP, qui détonne beaucoup parce que si vous le lisez, ce n'est pas le sujet du jour, mais il parle quand même d'un déclin de la demande en hydrocarbures et principalement en pétrole. C'est assez nouveau quand même pour une major internationale d'annoncer que son marché potentiel va baisser dans les 30 prochaines années. Mais sur le sujet du jour, ce graphique-là projette quand même autour de 3 scénarios. Un classique, business as usual, mais aussi un scénario qui va crescendo sur la réponse à la neutralité carbone. Et qui montre quoi? Qui montre que ce 20% à peu près aujourd'hui va continuer à grimper. Donc ça, c'est la trajectoire depuis maintenant 70 ans et de manière très établie, mais va potentiellement dépasser 50% du mix énergétique final à horizon 2050. Et ça, c'est pas rien. Vous allez le voir quand on traduit ça en éléments chiffrés et en capacité installée et investissement. C'est tout à fait détonnant. Alors, cette explosion de la demande électrique, en fait, elle constitue la base d'à peu près tous les scénarios. J'ai mis la plupart, mais en fait, c'est quasiment l'exhaustivité des scénarios qui s'attachent à travailler sur une transition énergétique compatible avec l'équation climatique. Donc, en gros, tout le monde travaille aujourd'hui sur non seulement donc, la croissance, comme je vous le disais, de la part de l'électricité dans le mix énergétique final, mais au-delà de ça, sur l'augmentation de la demande électrique mondiale en valeur absolue. Donc ça, c'est dû évidemment aussi à la croissance démographique, mais aussi qu'un certain nombre d'habitants sur Terre aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité. Donc la demande par habitant en moyenne va augmenter d'abord pour ces gens-là, on l'espère, mais aussi finalement et globalement pour aussi d'autres habitants sur Terre. Et puis, ne négligeons pas non plus tous les transferts d'usage qu'on peut anticiper ou qui sont déjà en cours aujourd'hui, notamment pour la production de chaleur, avec des packs, mais aussi évidemment le véhicule électrique qui est le gros levier de transfert d'usage qu'on attend dans les prochaines années. Donc ce qui est intéressant quand même, et là je pose tout de suite une petite question qui j'espère fera naître ici aussi quelques questions dans l'auditoire, c'est que tous les scénarios, et notamment ceux qui sont carbone neutral compatibles, à horizon 2050, parient sur un quasi-doublement de la production électrique mondiale dans les 30 prochaines années. On est à peu près à 25 000 TWh de production annuelle aujourd'hui. Et vous le voyez ici sur le graphique de droite, BP notamment, dans ces différents scénarios qui répondent à l'équation climatique, parie sur un quasi-doublement de la demande mondiale à horizon 2050.
Donc, moi, je m'interroge, ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur ces sujets-là. Les enjeux de sobriété et d'efficacité énergétique sont quand même les premières choses dont il faut parler quand on cherche à répondre à l'équation climatique. Est-ce que ces efforts de sobriété et d'efficacité ne seront pas suffisants pour ne pas croître sur la demande électrique mondiale en valeur absolue avec une décarbonation évidemment de cette production? C'est une question que je me pose encore, donc je vous la pose et peut-être que ça sera un terrain sur lequel on pourra approfondir un peu plus tard. En tout cas, cette question-là, on se la pose quand on lit ces courbes très croissantes autour de la production électrique, quand bien même on va y chercher une décarbonation. Donc, vous la voyez, hein, cette tendance à la croissance de la demande mondiale en valeur absolue, hein, elle existe depuis quand même de nombreuses décennies. Elle est aujourd'hui, et ça, je me permets d'insister là-dessus quand même, parce que je suis sûr que la majorité le sait, mais il faut le répéter quand on parle de ces sujets-là, la production électrique mondiale, elle n'est pas décarbonée. On n'est pas en France. Elle est à 2/3 carbonée, majoritairement par du charbon, encore aujourd'hui, et aussi évidemment par du gaz. Le pétrole, c'est un plus petit sujet parce qu'on a arrêté pour des raisons notamment économiques et on est encore sur des centrales au fioul dans des zones, on va dire, où la demande est toute petite, pour des petites centrales, notamment dans les îles ou dans ce qu'on appelle les ZNI, les zones non interconnectées. 10% de nucléaire et pas 75% comme en France. Et enfin, 25% de renouvelables et pour la moitié part de la grande hydraulique, et on reparlera notamment des perspectives de développement de cette filière centrale, qui est la grande filière historique du renouvelable dans le monde. Donc la question que je pose, c'est au-delà de ces perspectives de croissance de la demande électrique mondiale globale en valeur absolue, c'est comment aussi transformer l'intérieur de ce camembert et d'aller gratter évidemment d'abord le charbon. Je rappelle que c'est la filière qui émet le plus de carbone par kilowattheure produit, puis aussi le gaz et le fuel, l'oil, le pétrole, pour aller chercher un mix le plus décarboné possible et le plus rapidement possible, puisque comme vous le savez peut-être, on est quand même dans une urgence climatique. L'accord de Paris, c'est 2 degrés, ne pas dépasser le seuil de plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça correspond à un changement de paradigme absolument gigantissime pour la production énergétique au sens large et la production électrique en particulier. Pour vous donner aussi quelques chiffres macro qui peuvent peser dans votre esprit critique et la conviction que je souhaite que vous fassiez ce soir, si vous n'en avez pas déjà une, sur le potentiel des énergies marines renouvelables, c'est que la très grande majorité aujourd'hui de l'investissement dans la transition énergétique et électrique ici, c'est d'abord et avant tout et de loin sur l'éolien terrestre d'abord et le solaire photovoltaïque. On est vraiment, et ça c'est quand même un regard important quand on est français, il faut sortir du schéma franco-français. La transition énergétique mondiale aujourd'hui, elle s'attache à développer les filières de l'éolien terrestre et du solaire photovoltaïque par la très grande majorité. Il y a plus de 282 millions de dollars qui pèsent aujourd'hui sur ces filières technologiquement matures et la grande majorité, vous le voyez ici, sur ces 2 filières structurantes. Aujourd'hui, l'éolien, c'est une capacité ajoutée tous les ans de l'ordre de 50 à 60 gigawatts par an. Qui est relativement stable. D'ailleurs, on est sur une croissance stable de ce marché maintenant depuis quelques années. Et le solaire continue à grossir. On est autour de 115 gigawatts par an additionnés, qui sont installés tous les ans dans le monde. Et ça continue de croître et ça va continuer de croître. Et ces filières-là, elles font l'objet d'un investissement massif et prioritaire, au-delà, bien entendu, des filières carbonées, puisqu'on installe encore du charbon et du gaz qui va continuer d'ailleurs potentiellement à tourner en 2050. Il ne faut pas l'oublier, on est sur des cycles longs d'investissement. On a une part assez minoritaire sur le nucléaire et aussi assez minoritaire sur la grande hydraulique, au-dessus de 50 mégawatts, et notamment sur les grands barrages hydrauliques. Je le dis tout de suite, même si on l'explique de manière plus approfondie dans l'article, on est aussi face à un dérèglement climatique avec des enjeux d'adaptation. Et les premiers signaux qu'on voit en termes d'adaptation sur la production hydraulique dans le monde, c'est une incertitude qui pèse aujourd'hui sur les ressources en eau et donc sur le productible derrière des centrales. Et ça, c'est quand même l'incertitude, si vous voulez, dans le domaine énergétique, c'est vraiment la chose qu'on va essayer de gommer. Et notamment cet aspect-là, je ne parle même pas évidemment des enjeux environnementaux et d'impact de ces grands projets d'infrastructures qui ont bien évidemment un impact assez fort au niveau local, au niveau de l'implantation des barrages. Mais
aussi finalement sur ces leviers de sécurisation de la production électrique et de la production énergétique pour nourrir la demande d'un pays ou d'un continent, si les zones sont bien connectées. Les grands barrages aujourd'hui posent énormément de questions et les productibles actuels ne sont absolument pas garantis pour demain. Alors voilà des chiffres démentiels. Pour ceux qui les manipulent au jour le jour, ça va résonner tout de suite. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, je vais essayer d'être clair et assez incisif. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on est à peu près à 60 gigawatts d'investissement dans l'éolien dans le monde par an et une centaine sur le solaire. Donc on retrouve à peu près ces 160, 170, 175 ici. Les projections qui sont faites toujours par BP, toujours par cette volonté de BP de penser à une trajectoire qui permette de répondre à l'équation climatique et donc à une électrification massive du mix énergétique mondial en pariant massivement sur les filières technologiquement matures actuelles qui attirent le plus d'investissements que sont l'éolien et le solaire. Vous voyez ces courbes absolument démentielles décollées. Là, on est sur des capacités installées annuelles. Donc, on est autour de 180 gigawatts aujourd'hui sur ces deux filières. Et BP parie sur des projections. Il n'a pas de boule de cristal, mais il a travaillé sur les conditions de réalisation pour nourrir ces scénarios zéro émission de carbone horizon 2050 pour arriver à des chiffres, tenez-vous bien, qui sont de l'ordre de 1000 gigawatts installés par an de ces filières-là. Donc, on a associé évidemment un investissement annuel autour de ces filières qui est aussi décuple en phase finalement avec la montée en volume, même s'il y a des économies d'échelle et une baisse des coûts, ça correspond quand même à des investissements très importants et on peut s'interroger d'ailleurs sur les conditions de financement de cette transition. Mais d'abord et avant tout, en termes de volumétrie, on est quand même face à une croissance des deux marchés qui est extrêmement importante et derrière qui pose des questions, bien entendu, en termes de faisabilité, notamment en termes industriels et en termes de ressources. Alors ça, c'est un graphe que je présente souvent, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que les énergies renouvelables, ni la sobriété ou l'efficacité pour répondre à l'équation climatique. Et là, je me place sur un spectre énergétique au sens large. On peut éventuellement penser au levier du nucléaire et aussi aujourd'hui de la capture et séquestration du CO2 ou encore à utiliser moins de charbon et plus de gaz, même si on continue à utiliser l'énergie fossile, il y a quand même un facteur 2 entre les deux pour produire du kilowattheure moins carboné avec le gaz. En tout état de cause, on est en train, en ce moment, de changer le monde. Depuis maintenant 4-5 ans, ça c'est un graphe qui date d'un peu avant, et clairement aujourd'hui, je ne sais pas si la salle sera d'accord avec ça et pour ceux qui connaissent un petit peu le dossier. Moi, je travaille énormément sur les cycles de développement technologique de systèmes complexes et pour avoir aussi beaucoup travaillé sur les captures et séquestrations de CO2, donc les technologies CCS, on est aujourd'hui sur des feuilles de route qui sont beaucoup moins ambitieuses en termes, et crédibles, parce qu'il faut être ambitieux et crédible à la fois, pour aller nourrir cette décarbonation du mix énergétique à horizon 2050. Les technologies n'avancent pas aussi vite que ce qu'on comptait faire en 2008-2010. On sera visiblement pas forcément prêt pour penser à préserver finalement une production charbonnière et gazière avec ces équipements-là dans un horizon de 15 à 20 ans, parce que c'est maintenant que ça se joue. Et donc, le poids relatif de ce dossier-là va sans doute considérablement baisser. Alors ça veut dire que les autres doivent grossir. Là aussi, je vais passer un peu vite, vous m'en excuserez, et on reviendra aux questions si le dossier du nucléaire, notamment dans le monde, vous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, et quand bien même on peut avoir des convictions qui, j'espère, sont tous fondées sur une rationalité du débat et pas de dogmatisme, mais globalement, moi, je n'ai pas vu et je ne comprends pas, et je ne comprendrai pas, pour avoir aussi beaucoup travaillé dans l'électronucléaire français et mondial, des feuilles de route qui sont fondées sur un déploiement massif du nucléaire dans le monde. En France, encore une fois, on est dans une situation très spécifique. On est le seul pays au monde à avoir un poids du nucléaire aussi important, 75%. C'est inédit. Et je ne connais pas de prospective de marché crédible, et y compris chez
des parties prenantes institutionnelles qui représentent les intérêts de la filière nucléaire internationale, qui parient sur des chiffres aussi importants que ceux que je vous ai cités sur l'éolien et le solaire, avec un déploiement massif sur un nombre de pays beaucoup plus important dans le monde et avec des gigawatts, des dizaines ou des centaines de gigawatts installés à un horizon de 30 ans sur le nucléaire. C'est des choses qui ne sont pas compatibles avec les exigences de temps, de time to market et de déploiement dans des pays où il faut installer une loi nucléaire, où il y a tout un ensemble de contraintes sur cette filière-là qui ne permettent pas aujourd'hui de penser à cette filière comme étant un levier compatible avec l'exigence climatique. On y reviendra si vous voulez. Donc, tout ça pour dire que ces deux leviers du haut vont être considérablement renforcés parce que le CCS ne pourra pas prendre la place qu'on lui a escomptée en 2010. Et donc ça veut dire un appel à la puissance finalement et au déploiement de ce type de filières, les renouvelables, qui vont être incroyablement importants. Et c'est pour ça que BP publie des chiffres qui défient un petit peu toutes les prospectives des dernières années, parce qu'on va avoir besoin d'aller chercher du mégawattheure renouvelable en masse dans les 30 prochaines années. La conviction qu'on a, et je ne prendrai pas plus de temps parce qu'il y a un article pour ça ou des questions pour y répondre si vous le voulez, c'est que le potentiel de contribution cumulé des filières commerciales actuelles ou technologiquement matures, donc l'hydraulique, qu'elle soit grande, moyenne ou petite, l'éolien terrestre et le solaire PV, ne vont pas suffire pour aller nourrir ce besoin finalement de renouvelables au sens large dans le monde dans les 30 prochaines années. Donc finalement, la démonstration, c'est un petit peu par l'absurde, mais vous verrez qu'on retournera un petit peu la chose à la fin sur l'opportunité, qui est que finalement, on ne va pas pouvoir se passer d'aller chercher des nouvelles filières émergentes. Et dans le spectre des filières émergentes qui existent, au-delà des énergies marines, la géothermie, le solaire thermodynamique, il y en a encore quelques autres. En gros, les énergies marines sont celles qui offrent les potentiels de réponse les plus importants, à la fois, encore une fois, pour produire de l'énergie non carbonée et renouvelable, mais aussi pour développer de la nouvelle industrie et de l'emploi au niveau des territoires. Et ça, c'est quelque chose qui résonne évidemment beaucoup aussi au niveau politique. Je vais maintenant balayer les différentes filières énergie marine renouvelable. Donc là aussi, vous voyez ce graphique qui est publié dans l'article, qui dresse finalement l'ensemble des filières. Donc on va retrouver, et je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail de toutes, je vais plutôt aussi laisser un appel au jeu des questions-réponses pour pouvoir creuser celles que vous avez envie de creuser. Mais assez rapidement, on voit ici une courbe en S qui présente, c'est assez classique, la maturité des technologies, d'un TRL, c'est la notation, la qualification de la maturité d'une technologie. C'est une échelle qui a été déployée par la NASA dans l'aérospatiale pour qualifier finalement la montée en grade du développement de la technologie, entre un TRL 1 où on est en phase de design et de CAO, jusqu'à un TRL 9 où on peut commercialiser la technologie parce qu'elle a validé un certain nombre de jalons et de certifications pour valider ses conditions réelles d'opération, en quelque sorte. Donc, on voit d'abord et avant tout une filière qui est assez ancienne. Vous voyez quand même le 1965 en bas, puisque c'est même le général de Gaulle qui a inauguré finalement l'usine de la Rance, qui est la première usine marémotrice au monde, de taille assez importante. Elle fait 240 MW de puissance installée. Mais aujourd'hui, on ne fera plus d'usine de la Rance, en tout cas en France, pour un tas de raisons qu'on développe dans l'article, et notamment des considérations environnementales, parce qu'on a quand même fermé l'estuaire en phase de construction. Là aussi, pas de jugement de valeur. On était en 1960, on n'avait pas les mêmes sensibilités, les mêmes exigences, notamment en termes d'impact environnementaux sur les projets d'infrastructure. Mais en tout cas, aujourd'hui, et c'est sans doute tant mieux d'ailleurs, ces exigences sont montées et il est tout à fait hors de question de renouveler un ouvrage de ce type-là, ou en tout cas dans sa phase de construction. Et aujourd'hui, il y a des investigations sur ce qu'on appelle le nouveau marémoteur, j'en parlerai un peu plus tard, et qui permettent de repenser, on va dire, le développement de ce type d'ouvrage, mais pour le coup, avec un besoin de validation, donc avec un TRL qui chute un petit peu. Donc, il faudra quand même revalider un certain nombre de principes pour pouvoir penser à un redéploiement de ce type de technologie qui valorise finalement le marnage, les hauteurs d'eau entre marées pour faire tourner les turbines. On dit vulgairement parfois que c'est de l'hydraulique de barrage dans un estuaire. On n'est pas très loin de la vérité, mais il y a quand même quelques différences avec l'hydraulique tout court.
La vraie filière des énergies marines renouvelables, s'il faut en parler que 2 minutes, c'est d'abord et avant tout l'éolien en mer, parce que l'éolien posé, en fait, c'est la filière qui est commercialisée et qui assoit aujourd'hui le plus d'investissements en France et dans le monde, euh, dans le spectre des EMR. C'est une filière dont la commercialisation a débuté à peu près au début des années 90, en 1991 au Danemark. On a attendu une quinzaine d'années, c'est-à-dire en gros un cycle plein, on va dire, de projets pour s'assurer de maîtriser les coûts et les incertitudes et les risques sur l'ensemble du cycle de vie d'exploitation d'une ferme. Et à partir de 2007-2008, d'ailleurs à peu près quand j'ai commencé à y travailler finalement, il y a eu une explosion des investissements en Europe, quasiment exclusivement en Europe, qui fait qu'aujourd'hui, l'éolien posé, c'est une croissance à 2 chiffres et c'est plusieurs milliards d'investissements par an. Et je vous donnerai quelques chiffres sur les capacités installées et surtout les projections. C'est vraiment la filière qui compte et qui va compter le plus dans le futur. Avec, en plus de ces technologies posées qui permettent de valoriser des vents en mer avec des éoliennes posées sur des fondations au sol de la mer, on va aussi développer, et vous allez voir qu'en France aussi c'est un dossier stratégique, ces mêmes éoliennes sur des flotteurs. C'est un petit peu la trajectoire qu'a déployée, on ne va pas faire tout pareil, mais le marché, le secteur des hydrocarbures offshore qui a commencé à forer finalement avec des plateformes posées au fond des océans et qui allait chercher des ressources toujours plus éloignées des côtes et donc dans des zones de plus grande profondeur. Et aujourd'hui, on est tout à fait capable de forer dans des zones, dans des eaux à 3000 mètres de profondeur avec des plateformes flottantes. C'est le même principe, on va dire, pour l'éolien flottant. On va aller chercher les meilleurs vents en mer, indépendamment des contraintes bathymétriques de profondeur des eaux, là où il y a les meilleurs vents et là où on embête le moins de gens, on y reviendra. Et l'éolien flottant est une des grandes filières de la stratégie de développement global des EMR dans le monde. L'hydrolien est un peu entre les deux, même si vous voyez ici, j'ai mis une flèche pour montrer qu'il y avait une dynamique qui permettait à l'éolien flottant de finalement remonter la courbe beaucoup plus rapidement que les autres filières parce qu'il y avait un lien évidemment très fort avec l'éolien posé. C'est finalement la même filière, c'est celle de la valorisation des vents en mer. Et donc l'hydrolien, c'est là aussi, vulgairement, parfois on entend dire que c'est une éolienne sous l'eau. C'est un peu différent de ça. C'est la valorisation du courant des marées. Et vous allez voir, je vais vous donner aussi quelques chiffres. On est vraiment sur des fondamentaux de marché extrêmement différents de l'éolien en mer. L'AIE, encore une fois, a qualifié l'éolien en mer de gisement quasi infini. Pour l'hydrolien, ça sera radicalement différent puisque le potentiel de marché est extrêmement localisé. Il est très dense, avec une ressource prédictible. On sait parfaitement quel va être le coefficient de marée le 27 janvier 2037. On connaît ça, donc on a une prédictibilité qui est largement renforcée. Mais avec un potentiel de marché et de gisement qui est beaucoup plus localisé et on ne pourra pas en mettre partout et en grande masse. Et donc, on ne pourra pas forcément compter sur cette filière-là comme étant un levier stratégique de transition énergétique à l'échelle mondiale. On sera beaucoup plus sur une échelle localisée et régionale, notamment en Normandie ou en Bretagne, s'il faut citer les 2 régions françaises qui s'y intéressent le plus. Le houlomoteur et le TM et la pression osmotique, vous allez voir, c'est beaucoup moins mature et je vais vous en parler un petit peu après. Alors, pour l'éolien en mer, quelques chiffres. Je sais que la plupart d'entre vous aiment ça. Donc là, c'est très factuel. Vous voyez le marché qui explose à partir de 2007, 2008, 2009. Là, le graphe commence à 2009, avec finalement une croissance à 2 chiffres, et même au-delà de 20%, en fait, autour de 25% en CAGR, en croissance annualisée sur la période, pour atteindre aujourd'hui à peu près 30 gigawatts. Alors, c'est très peu comparé à la capacité installée mondiale d'éolien terrestre. On est à plus de 600 gigawatts pour la capacité d'éolien terrestre. Donc, on n'est à même pas 5%, on va dire. Mais vous voyez, en termes de marché annuel, on est déjà à 10% du marché. Je vous ai dit à peu près 50-60 gigawatts pour l'éolien terrestre tout à l'heure. Là, on est à plus 6 gigawatts entre 2018 et 2019. Donc, on est à peu près à 10% du marché annuel. Donc, vous voyez, c'est en train de remonter finalement la pente. Et finalement, si l'éolien offshore comptait pour 0 il y a 10 ans, ou à peu près 0 dans l'éolien tout court, dans l'éolien global mondial, aujourd'hui c'est 5% et demain ça sera 10, 15, 20, 25, 30 et sans doute encore plus. Vous allez voir les projections que je vais partager avec vous. À noter que le marché de l'éolien en mer, c'est d'abord et avant tout un marché européen. Il est historiquement européen. Jusqu'à très récemment, jusqu'à 2015-2016, il était quasiment exclusivement européen. Avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui sont les 2 grands pays en volume aujourd'hui, après les pays pionniers qui sont plus petits, donc forcément avec des capacités aujourd'hui moindres comme le Danemark.
Mais c'est vraiment ces pays-là aujourd'hui qui drivent le marché et qui font l'objet vraiment d'investissements intenses pour aller décarboner leur mix énergétique par le biais de l'électrification de leur mix et de ces filières-là qui permettent de produire en masse de l'électricité. La Chine s'y met. Donc c'est pour ça que vous voyez la Chine ici maintenant en 3e position. Je peux vous garantir que la Chine sera très bientôt en 1re position parce qu'il y a un effet d'échelle, tout simplement. Un pays de 1,3 milliard de personnes qui ont des capacités d'investissement pour nourrir la demande énergétique globale du pays fait que mécaniquement, la Chine deviendra bientôt le premier marché mondial de l'éolien offshore. Comme elle l'est aujourd'hui le premier marché mondial de l'hydroélectricité, du nucléaire, du charbon, du gaz, du solaire photovoltaïque. Alors, vous me voyez venir, c'est le premier marché mondial de tout. Et la Chine a démarré assez fort maintenant depuis 2-3 ans et va représenter un marché extrêmement intéressant pour nourrir ses objectifs mondiaux et macro à moyen et long terme. Les Américains ont un peu plus de mal à démarrer, mais les Américains d'expérience, c'était très vrai aussi pour l'éolien terrestre et le solaire, ils démarrent plus tard, mais quand ils démarrent, ça va très vite. Et il y a une forte régionalisation des arbitrages de soutien au développement de ces filières-là. Et il y a quelques États aujourd'hui aux États-Unis qui font le pari du développement de l'éolien en mer. Donc il y a un pipe de projets, comme on dit, qui est extrêmement important et qui va nourrir une croissance future très importante. Petite question intermédiaire, si je pars sur un autre sondage, le haut milieu. Voilà, je vais. Ouais. Alors, je vous pose une petite question. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, vous ne répondez pas à la deuxième question. Mais si vous savez ce que c'est qu'un facteur de charge, et si vous ne le savez pas, je vous dirai ce que c'est. Je vous pose la question de savoir quel est le facteur de charge de l'éolien marin dernière génération. Donc, en attendant que les gens répondent au fur et à mesure, le facteur de charge, c'est finalement le temps de production dans une année d'un système de production électrique en équivalent pleine puissance. C'est-à-dire que finalement, une éolienne ou un autre système électrique, peu importe, ne fonctionne pas à 100% du temps dans l'année, mais fonctionne quand même une bonne partie de l'année. Parfois, on l'arrête pour faire de la maintenance. Parfois, il est arrêté parce qu'il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Mais globalement, il fonctionne quand même une très très bonne partie de l'année, mais jamais, et pas tout le temps en tout cas, à puissance nominale, à puissance maximale, avec des variations donc, de puissance. Et donc, on lisse en quelque sorte cette variation de puissance en parlant d'un chiffre comme ça qui permet de comparer des pommes et des pommes, et pas des pommes et des bananes, différentes filières entre elles, où finalement on parle d'un équivalent temps de production à pleine puissance. Voilà, c'est ça le facteur de charge. Donc, pour l'éolien terrestre, on est autour de 25%. C'est le chiffre à peu près mondial qui est assez constant. Bon, il y a évidemment parfois des pays qui ont des régimes de vent supérieurs, mais globalement, on est à peu près à 25% pour l'éolien terrestre. Et pour vos réponses, partagez les résultats. Vous avez été la majorité à répondre 35%, qui effectivement, et ce n'est pas illogique d'avoir répondu à ce chiffre-là, puisque on est à peu près sur le parc actuel, donc les fameux 30 gigawatts qui sont aujourd'hui en capacité de production, qui tournent alors je vous parle, on est à peu près sur des facteurs de charge de l'ordre de 35 à 40% pour des turbines qui font 4, 5, 6 mégawatts en exploitation, à comparer à des éoliennes terrestres qui sont plutôt de l'ordre de 2, 3, 3,5 mégawatts unitaires. Là, on est tout de suite sur du 6 depuis un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous posais un petit peu la question, vous me voyez venir, on est en fait en train de révolutionner le marché avec des turbines toujours plus grandes, toujours plus hautes et qui vont aller chercher des vents plus réguliers et plus hauts et avec des surfaces finalement de pales beaucoup plus importantes, ce qui va permettre de décupler ces fameux productibles, ces fameux facteurs de charge. Donc, je vois quand même qu'un certain nombre d'entre vous, et notamment une petite moitié, a répondu à 45-55%. Tac, j'arrête le partage du sondage et je vous arrive sur la solution, puisque l'Allied X, aujourd'hui, qui est l'une des turbines les plus avancées et les plus grandes et les plus puissantes du monde. Elle est développée par General Electric, qui a racheté Alstom, la partie Alstom, qui notamment a développé de l'éolien en mer il y a quelques années. Cette turbine-là fait 12 mégawatts. Elle peut même monter à 13 si on veut, en puissance nominale.
Ça dépend de l'électrogénérateur qu'on installe. Et vous voyez le facteur de charge, il est indiqué ici, à gauche de la slide. Il atteint 63%, 5500 heures équivalent pleine puissance sur les 8766 d'une année. Donc ça, c'est clairement ce que j'appelle moi un game changer. C'est-à-dire que à la fois, ça va faire chuter les coûts, parce que pour le même mégawatt finalement installé, on ne va pas produire 25%, mais on va produire 63%. Donc forcément, ça va avoir un impact très fort sur les coûts, j'y reviendrai. Mais c'est aussi quelque chose qui révolutionne, qui modifie complètement les enjeux d'intégration, de la variabilité de ce type de production dans les réseaux. Et on verra qu'on a modélisé ça aussi dans l'article, en prenant appui sur des publications récentes. Et vous allez voir que ça détonne, notamment dans l'intégration des coûts de cette variabilité du fait de ces facteurs de charge. Un autre point que j'aime souligner quand je parle d'éolien en mer, et je pense que c'est d'ailleurs peut-être un terrain qui peut gêner certaines filières qui rentrent en compétition évidemment avec ces sujets-là, c'est le fait qu'on n'est plus sur des petits parcs de l'ordre de la dizaine, vingtaine, trentaine de mégawatts comme on peut en développer sur l'éolien terrestre, puisqu'on développe quelques éoliennes de petite dimension ici ou là. Ici, on est sur du méga projet. J'en ai pris un qui est récent. Vous voyez les projets aujourd'hui d'éolien en mer. En France, on a des projets de 500 mégawatts. C'était il y a déjà 10 ans qu'ils ont été attribués. Aujourd'hui, on est sur des projets à 3 gigawatts, voire au-delà, 3,6 pour l'un des derniers qui a été attribué et qui sera en opération en 2026. À 130 km des côtes. Donc, on voit bien aussi que la distance à la côte, ça pose évidemment un problème, mais c'est quelque chose qui est intégré aujourd'hui dans l'équation économique de ce type de projet. Et on est donc sur des projets de très grande ampleur, de très grosse production. Et ça va nourrir l'espérance d'aller chercher une transition énergétique compatible avec la neutralité carbone. L'éolien flottant, je vous l'ai décrit un petit peu tout à l'heure. Les grands enjeux de l'éolien flottant, c'est de toute façon évidemment une baisse des coûts et même peut-être un rattrapage d'une baisse des coûts par rapport aux technologies éoliennes en mer posées. Et pour ça, il y a deux grandes stratégies qui sont déployées aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux structurantes, on va dire. Soit on essaye de parier sur les économies de coûts qui sont issues de la filière éolienne offshore posée, en bénéficiant donc du développement de ces nouvelles turbines de très grande dimension et en les mettant sur des flotteurs adaptés. Soit il y a un certain nombre de développeurs start-up même, mais pas que, et très françaises parfois, qui au contraire disent « moi je vais partir d'une feuille blanche parce qu'on est sur autre chose, on est sur un système avec un flotteur, il faut descendre les centres de gravité ». Pour pouvoir baisser les tailles des flotteurs, qui est vraiment l'un des points durs de l'équation économique de cette filière. Et du coup, je ne vais pas utiliser des turbines qui sont aujourd'hui développées pour l'éolien posé et qui sont largement issues des architectures qu'on connaît très bien et qu'on maîtrise très bien, issues de l'éolien terrestre, tripale, horizontal. Et je vais partir sur d'autres architectures. Là, je vous ai mis une turbine verticale, un peu ancienne d'ailleurs parce que ce projet est arrêté, mais il y en a beaucoup d'autres qui jouent, encore une fois, sur l'innovation de rupture ou l'innovation au carré de cette filière, dont le potentiel, encore une fois, est quasi illimité. Dixit l'AIE et vraiment fait référence au potentiel le plus important dans le monde, toutes filières confondues, terre et mer pour les renouvelables. Les hydroliennes, donc là, il y a en fait, sur le concept des hydroliennes, et en couplant avec le nouveau marémoteur dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, pour nous, j'espère que Michel et Bernard sont d'accord avec moi, il n'y a pas un marché de l'hydrolien, il y a des marchés de l'hydrolien. Et on voit bien d'ailleurs la structuration du marché avec des typologies d'acteurs industriels qui sont extrêmement différents en fonction de ce qu'on appelle le grand hydrolien maritime, où on va aller chercher aussi ces économies d'échelle par la puissance des turbines. Et vous voyez ici, c'est une turbine bretonne qui quand même fait quasiment un immeuble de 5 étages. Elle fait 20 mètres de haut. Donc, c'est quand même des petits bébés. Ce n'est pas justement des petits bébés, mais c'est quand même des gros bébés qu'on met dans l'océan. À comparer et à différencier de ce qu'on appelle le petit hydrolien maritime, où là, on est soit sur des turbines à peu près équivalentes en termes d'architecture, mais beaucoup plus petites, de l'ordre de 2-3 mètres à peu près de diamètre, ou même plus bas, ou alors carrément sur de la rupture. Et là, j'ai mis une photo d'une start-up française qui est à Boulogne-sur-Mer, qui s'appelle IL Énergie, IL l'anguille, et qui vraiment travaille sur une rupture en essayant par biomimétisme de reprendre les mouvements d'une anguille et de transformer ces mouvements-là en électricité. On a aussi un autre marché qui est peut-être
sur le plan technologique assez corrélé du petit hydrolien maritime, mais qui a des applications assez différentes parce que dans les fleuves et dans les estuaires, et du fait que ces zones ne soient pas les mêmes que les eaux salées des océans, on n'est quand même pas sur les mêmes contraintes et donc sur des architectures plus flexibles et dont les conditions, enfin, dont les exigences, on va dire, d'opération sont moins fortes. Donc forcément, ça change un petit peu la donne. Et là, il y a aussi une très grande diversité d'architectures. Je vous en ai mis quelques-unes. On a vraiment des architectures très innovantes, des TRL assez élevés, donc des maturités technologiques assez élevées. Mais je n'ai pas envie de clore le débat sur l'hydrolien fluvial et d'estuaire, mais c'est vrai que la chute des coûts dans le solaire, typiquement, a fait beaucoup de mal à cette filière parce que l'hydrolien fluvial, on l'a d'abord pensé dans un premier temps pour les sites isolés et notamment les zones non interconnectées et pour payer finalement une électricité peut-être un peu plus chère que les coûts au réseau qu'on connaît nous dans nos continents optimisés. Mais les chutes du solaire et du stockage énergétique ont fait qu'aujourd'hui, un couple solaire plus stockage est quand même plus compétitif qu'une hydrolienne fluviale dans la plupart des cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout d'espace pour ce marché. Il y en a encore, mais le marché potentiel s'est considérablement restreint. Le marémoteur, j'y viens ici. Je vous l'ai dit, hein, il y a une filière historique. Vous voyez ici une photo de la phase de construction de la Rance avec la fermeture de l'estuaire. Il est hors de question de refaire la même chose. Certes, aujourd'hui, la Corée du Sud a réinvesti cette filière-là très récemment. Hein. C'est un ouvrage qui date d'il y a moins de 10 ans, qui est d'ailleurs un tout petit peu plus puissant que l'usine de la Rance puisqu'il fait 250 mégawatts. Ce n'est pas pour ça qu'on va les qualifier de leader mondial sur la filière, parce que si on parle intégrale de la production sur la durée de vie de l'objet, entre 1964 et aujourd'hui, la Rance aura produit beaucoup plus que Chiwa. Mais ça montre que des acteurs sont très intéressés de réinvestir cette filière. Et d'autres parties prenantes, notamment les Britanniques, ont pensé aussi à développer ce marémoteur avec des nouvelles architectures et en travaillant sur d'autres équations économiques que celles qui ont émergé, notamment à Chiwa, où la digue existait déjà en fait, et donc les coûts finalement d'investissement étaient largement plus bas puisque la digue avait déjà été investie. Swansea Bay, le projet britannique, c'est vraiment autre chose et ça correspond vraiment à l'idée du nouveau marémoteur tel qu'un certain nombre de Français ont investi la question en travaillant finalement sur le multi-usage territorial. Là aussi, je passerai un peu plus de temps, si ça vous intéresse, à vous dire comment ça marche, mais il y a une équipe internationale qui s'est réunie pendant un an, dont j'ai fait partie, et qui a écrit un livre blanc que je vous propose de découvrir. Hein. Il est en accès libre sur le net au sein de la SHF, la Société hydroélectrique de France, et qui permet de réinvestir les conditions de redéploiement de ce type d'ouvrage avec des architectures assez nouvelles et surtout parce que l'équation économique est trop compliquée lorsqu'on imagine une production électrique unique sur ce type d'ouvrage, on a pensé le multi-usage et donc des projets de territoire, pensés par des territoires et pour des territoires. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va penser à des projets qui couplent la production d'électricité renouvelable issue du marnage, de la valorisation du marnage, avec d'autres activités. Et là, ça dépend où on se trouve. On va pouvoir penser à du développement de l'aquaculture, par exemple, des projets de plaisance aussi, ou alors des activités plus de l'ordre du loisir avec des musées, de l'hôtellerie. Bref, Swansea Bay, par exemple, correspond à ce type de modèle-là. Et c'est assez intéressant, je trouve, de penser le développement des EMR et ici du nouvel moteur, pas seulement pour produire de l'énergie, mais aussi pour redynamiser finalement les infrastructures d'un territoire en phase avec ses besoins et son ADN, en quelque sorte. Le holomoteur, c'est une ressource qui est plus diffuse et plus difficile à capter et à valoriser dans des conditions techniques et économiques qui satisfont les exigences d'aujourd'hui comparées à d'autres filières. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'y arrivera pas, mais ça veut dire qu'on ne connaît pas aujourd'hui les technologies gagnantes et celles qui pourront vraiment consolider la structuration de la filière. Aujourd'hui, on a plus de 130, voire 150 technologies à différents degrés de maturité qui s'affrontent, entre guillemets, et qui cherchent à trouver la bonne architecture. On n'est pas sur de la valorisation de savoir-faire. C'est ça qui est plus compliqué, parce que typiquement dans l'hydrolien, on valorise les savoir-faire du génie humain dans la propulsion sous-marine, par exemple. Ici, vraiment, on est sur des architectures très nouvelles, donc c'est difficile de consolider et il y a trop d'incertitudes aujourd'hui pour des investisseurs investissent massivement la technologie pour l'industrialiser, la commercialiser en France ou dans le monde.
On y reviendra si vous avez des questions. Je finis par l'ETM pour balayer un peu les fondamentaux, où finalement ici, on est dans la valorisation des eaux chaudes de surface et des eaux froides profondes. Je passe rapidement sur les conditions technologiques qui vont permettre de produire, mais il faut aller chercher des différentiels de température de 20 degrés au moins. Donc, comme la thermocline des océans fait qu'on arrive à aller chercher de l'eau à 4 degrés dans des conditions à peu près acceptables, c'est-à-dire jusqu'à 1000 mètres de profondeur, après, plus vous descendez, plus c'est long pour aller chercher des degrés en moins. Et finalement, vous allez prendre beaucoup trop de coups et de surcoûts avec votre pipe pour aller chercher de l'eau à 3,8, 3,7, 3,5, 3,4 degrés. Donc, on va rester à peu près à 1000 mètres et à 4 pour le minimum. Et donc, 20 degrés, ça veut dire de l'eau de surface à 24 en moyenne annuelle. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas en faire partout, et notamment pas en métropole, par exemple. Donc, ça oriente considérablement le marché vers les zones tropicales et en particulier vers les îles. Pourquoi ça, c'est la version du verre à demi vide pour des considérations économiques, parce que l'équilibre économique de ce type d'ouvrage aujourd'hui fait référence à des coûts de production beaucoup plus élevés que les coûts qu'on maîtrise nous aujourd'hui dans les renouvelables, entre 50 et 100 euros du mégawattheure. Pour l'ETM, on est beaucoup plus haut, mais avec quand même des avantages certains, c'est-à-dire que l'énergie thermique des mers, ça permet la production de base. Il n'y a pas de variabilité. Donc, ça permet quand même d'aller chercher pour des îles ou des zones non interconnectées, d'aller chercher plus facilement les ambitions d'autonomie énergétique qui est aujourd'hui critique pour ces îles et sur lesquelles les équilibres économiques ne sont pas les mêmes. Les coûts marginaux de production d'électricité dans les îles, y compris dans celles qu'on connaît le mieux en France avec nos DOM, c'est quand même des coûts qui tournent autour de 250 euros, 300 euros du mégawattheure au moins. Et donc forcément, sur lesquels les filières alternatives attractives ne reposent pas sur les mêmes fondamentaux économiques que dans nos continents. Je finis pour vous dire ce qu'on raconte dans l'article et pour faire un appel aux questions que vous vous posez le plus et qu'on va pouvoir creuser ensemble maintenant. Et pour ça, j'en ai choisi deux, mais il y en a d'autres. C'est les enjeux sociaux et environnementaux et d'impact environnemental de ce type de projet. Ce n'est pas ma spécialité, moi d'ailleurs, mais Michel saura plus vous en parler avec son expérience à l'Ifremer. Et j'ai demandé en fait à France Énergie Marine, qui est un institut de transition énergétique qui est dédié au développement des énergies marines renouvelables en France, que je connais bien, pour les avoir accompagnés, de me fournir un petit aperçu des projets les plus structurants et qui les occupent le plus dans la meilleure compréhension des impacts environnementaux des projets EMR et ici éolien en mer en France. Et vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qu'on ne maîtrise pas assez aujourd'hui et qu'on cherche à mieux maîtriser pour mieux asseoir, encore une fois, le développement massif de ce type de projet en France et à l'international. Donc, vous voyez une liste ici de sujets qui sont pris extrêmement au sérieux par les équipes de FEM et qui font aussi travailler d'ailleurs des acteurs privés, puisque c'est de la recherche publique privée, France Énergie Marine, autour typiquement des polluants chimiques, des impacts acoustiques évidemment sur la faune et la flore, aussi de la modification des habitats, parce que tout investissement industriel et activité industrielle humaine a un impact sur son milieu, donc il ne s'agit absolument pas de le négliger, donc il s'agit de le comprendre et éventuellement de le compenser aussi. Les champs électromagnétiques et j'en passe. Donc on reviendra sur ces sujets-là si vous intéresse plus avec Michel. L'enjeu, le nerf de la guerre, c'est quand même les coûts. Donc ça, c'est un graphique que j'utilise beaucoup pour donner quelques repères aujourd'hui sur le fait de savoir payer plus cher une énergie émergente si on sait qu'on saura la produire moins cher demain. Et c'est un petit peu le cas aujourd'hui des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien en mer, puisqu'aujourd'hui on demande finalement, et ça c'est des conditions du soutien politique français et ailleurs pour le développement de fermes pilotes, qui est l'une des premières étapes avant la commercialisation des filières, de pouvoir produire en dessous de 120 euros du mégawattheure. Je rappelle que les coûts de production en gros, de l'électricité européenne tournent autour de 40 à 65 euros du mégawattheure. Donc, c'est à peu près les cibles qu'il faut aller chercher pour être définitivement compétitif. Et donc, on accepte de payer un surcoût au début parce que derrière, on sait qu'on produira moins et qu'on a un potentiel pour répondre à l'équation climatique. Donc, 120 euros au début, ça veut dire qu'on sait démontrer qu'avec des économies d'échelle et quelques astuces, notamment autour de l'ingénierie financière des projets, un dossier qui m'a beaucoup occupé, on est tout à fait capable aujourd'hui de penser à déployer ce type de filière autour de 50 euros, 50-60 euros du mégawattheure au plus vite
Parfois, on disait horizon 2030 et en fait, on s'est aperçu qu'on est allé beaucoup plus vite. Et typiquement, dans l'éolien en mer, c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a d'autres enjeux qu'on traite pour finir dans l'article. Je vais juste les citer ici et on y reviendra avec le jeu des questions s'il vous intéresse. Mais sinon, vous pouvez aussi nous lire pour vraiment vous plonger à l'intérieur. C'est que, et je devance déjà les questions et je le sais parce que ça occupe beaucoup de réflexion chez tous, c'est que là, je vous parle de LCOE, donc de coût complet de production hors externalité. C'est-à-dire vraiment le coût de l'électron à la sortie de la centrale, de la ferme ici, pardon, et quand on arrive au point de raccordement réseau. Eh bien, nous, on a fait l'effort de prendre aussi des externalités, et notamment celle de la variabilité. Et pour ça, on a eu de la chance, on s'est appuyé sur un article très récent qui est sorti en janvier 2020 d'Alain Grandjean, qui est un nom connu notamment pour ceux qui s'intéressent au sujet du climat, et qui a publié avec 2 autres auteurs un article extrêmement fouillé et renseigné autour des estimations du coût de la variabilité de ces énergies variables. Et pour le coup, il n'y a pas photo. Donc, je vous ai mis les chiffres clés ici. On y revient de manière beaucoup plus approfondie dans l'article. En gros, c'est si on produit à 50 € aujourd'hui, et c'est le cas pour l'éolien en mer, le dernier appel d'offres en France a été attribué à 44,5 € à EDF au large de Dunkerque. Donc, on va dire 45 €. Si on rajoute 5 € de perte de stockage, 5 € pour les capacités pilotables et 20 € dans le pire des cas pour le différentiel de coût dans les réseaux, bah, vous faites le calcul, ça fait 30 € plus 44, ça fait 75 € en coût complet, intégration de la variable. Les chutes des coûts n'est pas terminée. On est beaucoup plus compétitif qu'un certain nombre de réinvestissements potentiels en France et ailleurs, que ce soit sur le nucléaire ou évidemment sur les filières fossiles, dont il va falloir quand même à un moment d'intégrer le coût du carbone. Donc ça, c'est un élément majeur aussi de notre démonstration et le fait de notre conviction aujourd'hui que l'éolien en mer, typiquement, est une filière qui est compétitive sur tous les plans parmi les filières alternatives et notamment les plus matures. On a aussi un passage assez appuyé sur le fait de considérer l'ensemble du cycle de vie des projets et pas seulement la vie de production ou la phase de construction, mais aussi l'amont et notamment l'approvisionnement en ressources. Et ça, c'est aussi un bémol qu'on met et on est attentif à ça, nous trois, notamment à la problématique de l'extraction minière dans le monde, où on trouve, et je me remémore quelques réflexions à trois sur le scandale de l'exploitation minière actuelle dans le monde, qui nous touche beaucoup. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, mais ça veut dire qu'il faut sans doute faire autrement, et pas seulement pour les matériaux dont on a besoin pour faire des éoliennes ou des EMR, mais finalement l'ensemble des matériaux dont on a besoin dans le monde et aussi pour d'autres objets. Idem pour la pression autour des terres rares. Ça, pour nous, c'est un faux problème. C'est souvent des choses qu'on lit beaucoup pour dire qu'il y a un problème d'approvisionnement futur pour les éoliennes synchrones. Bah, écoutez, il y a des alternatives et on les détaille dans l'article. Donc, on y reviendra si cette question vous intéresse. Mais on n'est pas du tout sur un point de pression en termes d'approvisionnement sur ce type de ressources. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le fait qu'on va en consommer, mais ça veut dire qu'on pense qu'on va pouvoir aussi répondre à ces enjeux d'approvisionnement en ressources, à la fois en amont, donc sur l'extraction, mais aussi en aval avec la recyclabilité de ce type d'objet. Là aussi, les enjeux sociétaux d'acceptabilité nous sont chers et on a appuyé dans l'article des nouvelles méthodes de concertation, notamment françaises, avec la loi ESSOC, qui permettent quand même de dérisquer les projets beaucoup plus en amont, en attribuant des zones et en demandant l'avis aussi aux civils et aux citoyens qui habitent à côté de ces zones de savoir comment ils envisagent l'implantation de ce type de parc. Donc ça, c'est très intéressant de voir ces nouvelles manières de faire finalement pour mieux asseoir le développement de ce type de projet. Et puis, n'oublions pas, encore une fois, que la transition énergétique, elle doit résonner et converger avec la transition industrielle et sociale. Et en cherchant à valoriser des savoir-faire existants, et Dieu sait qu'en France, on a des capacités et une expertise du milieu marin qui est absolument remarquable, et dans les marchés civils et dans les marchés de défense, et que du coup, il y a un paquet d'entreprises et de savoir-faire qui peuvent être directement valorisés sur ces nouveaux filières, et ça donne quand même une idée de l'opportunité que peuvent représenter ces filières dans le développement de l'industrie française, en France et ailleurs. Pour finir, on a aussi développé, et c'est une vision qui m'est plus chère personnellement, sur le fait de comprendre aussi ce développement de la production d'énergie en mer, non pas seulement pour produire et répondre aux demandes à terre, mais aussi pour potentiellement répondre aux demandes énergétiques en mer, parce qu'il y a une trajectoire aujourd'hui qu'on peut imaginer sur ce qu'on appelle, c'est un peu un barbarisme, mais la maritimisation de l'économie mondiale.
c'est-à-dire un certain nombre de marchés qui peuvent se déporter en mer pour un tas de bonnes raisons. Alors, il y en a aussi des mauvaises, donc il faut savoir les peser, les maîtriser, les contourner, mais il y en a aussi des bonnes. Et ça veut dire qu'aussi demain, pourquoi pas, les EMR, au sens large, elles pourront produire pour la Terre, hein, pour les terriens, mais aussi pour les activités industrielles qui pourraient s'implanter en mer. Et quand on passe en revue notamment le vecteur hydrogène et la manière dont on peut penser aujourd'hui à une logistique mondiale de l'hydrogène à un horizon de 30 ans, eh bien ça fait particulièrement écho. J'en ai fini, on va passer au jeu des questions. J'ai quelques points de conclusion, mais qu'on va pas passer parce que vous les aurez en slide. C'est des choses que je vais vous transmettre à la fin, mais qui résument en quelque sorte un petit peu ce que je vous ai raconté. Au lieu de finir là-dessus, je finis sur cette magnifique photo de Michel pour faire la transition et écouter vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Du coup, effectivement, on a des questions à te poser, enfin à relayer avec Christiane. Je te pose la première question, celle qui est arrivée en tête. Oui. Qui concerne la fabrication des éoliennes. Qu'en est-il de la fabrication des éoliennes, des fabricants d'éoliennes? Ne risque-t-on pas de dépendre une fois de plus de la Chine? Même question sur le photovoltaïque, si tu as des infos. Oui. Je ne sais pas si l'un de mes deux amis veut aussi prendre la parole là-dessus. C'est un sujet sérieux parce que, si vous voulez, d'ailleurs, je me souviens qu'avec Centrale Énergie, j'étais déjà intervenu il y a quelques années sur le risque de concurrentiel asiatique sur la filière du solaire. Et c'est vrai que les Chinois se sont embarqués sur la production de panneaux solaires en 2005 et en l'espace de 5 ans, sont passés d'une part de marché égale à 0 à 90%. Et ça, en atomisant en quelque sorte les filières historiques allemandes et japonaises. Mais je vais le dire avec le ton assez libre qui me caractérise parfois, j'espère que je ne choquerai personne dans la salle, mais en ne respectant pas du tout les règles notamment de l'OMC et en organisant finalement une surproduction à l'échelle mondiale pour la chute des coûts avec des subventions cachées et qui derrière finalement a écrasé des acteurs historiques en un temps record. Donc on a accepté, et l'Europe a accepté finalement le fait de se voir retirer un certain nombre d'emplois et de production et d'autonomie de production sur la filière solaire, alors qu'un certain nombre d'acteurs institutionnels, publics et privés ne respectaient pas les règles mondiales du commerce. Bon, ça c'est un fait. Donc comment contourner ça? Je laisse la parole à qui veut. Sur la filière de l'éolien, ça ne se passera pas pareil parce qu'en fait, le panneau solaire, déjà, il y avait une valorisation de savoir-faire chinoise extraordinaire avec l'informatique, mais surtout, ce sont des objets qui sont d'une transportabilité redoutable où on met du panneau dans du conteneur et on peut l'envoyer partout dans le monde comme on veut. Pour l'éolien, et vous avez vu les éoliennes que je vous ai présentées, notamment l'Ariel X, qui fait quasiment une tour Eiffel en mer, on ne va pas transporter ces objets-là sur des bateaux sur des milliers de kilomètres. On peut les transporter sur des centaines de kilomètres, mais on ne peut pas les transporter sur des milliers de kilomètres en restant compétitif. Donc, on aura un facteur de localisation qui sera beaucoup plus fort. Dernier point, le local content, le contenu local, l'exigence de contenu local des donneurs d'ordre publics et des politiques qui aujourd'hui ne font plus l'erreur du passé et qui exigent dans l'attribution des appels d'offres une valeur industrielle en plus de la valeur prix pour pouvoir gagner les marchés. Donc, je ne sais pas si vous voulez tous à tout prix avoir des acteurs français qui produisent des éoliennes françaises en France, mais en tout cas, il y a des acteurs étrangers aujourd'hui qui sont présents en France et qui produisent des éoliennes françaises. General Electric a une usine à Saint-Nazaire, aussi à Cherbourg pour les pales, et enfin Siemens Gamesa est en train d'implanter une usine de turbines et de pales au Havre. Donc, c'est de l'emploi en France, certes par des capitaux étrangers parce que ces entreprises-là sont américaines et allemandes, mais elles se revendiquent assez françaises et Siemens, typiquement, est présent en France depuis 100 ans, donc se revendique finalement d'une production française. Après, ça dépend comment on met le curseur. Bernard, est-ce que tu veux compléter? Oui, je veux bien. Sur le photovoltaïque, j'aimerais dire que plus de la moitié du coût d'une installation photovoltaïque aujourd'hui, ce n'est plus les panneaux, mais les modules, puisque leur prix a tellement baissé qu'ils représentent moins de la moitié. Donc, presque tout le reste, enfin, les convertisseurs électriques de puissance sont fabriqués à l'étranger, évidemment, comme vos smartphones, vos téléviseurs, et tous vos objets électroniques. Mais il reste une bonne partie de la valeur qui peut être locale et avec les moyens incitatifs qu'a mentionné Antoine. Et puis sur l'éolien, j'aimerais dire que l'éolien français
c'est une longue histoire faite d'abandon et je dirais que c'est un peu dommage de repartir vers le passé, mais on avait absolument toutes les compétences pour développer ces filières. On a fait des choses même très, très précurseurs. Hein. Je pense à Jeumont dans les années 80, à la fin des années 90, qui a sorti les premières éoliennes à entraînement direct à aimant permanent, les premières au monde. Qui a été ensuite racheté par Areva, l'activité éolienne a été liquidée. Ensuite, Areva Wind s'est construite sur la base d'une entreprise allemande et puis elle a jeté l'éponge au début des années 2010-2011. C'est comme ça que c'était Adwen, hein, avec un consortium Areva et puis Gamesa déjà. Et puis Alstom, le développement de l'Aliade d'Alstom, c'est un développement très français. Hein. La partie électronique de puissance et la partie générateurs, qui sont vraiment des éléments stratégiques de l'éolienne, ont été conçus, développés en France. L'usine de Saint-Nazaire était Alstom. Et puis, vous connaissez l'histoire du rachat de General Electric par Alstom, hein, qui est une histoire assez sombre. Et voilà, aujourd'hui, ça finit dans capitaux américains. J'espère que les usines vont rester en France encore longtemps. Bon, pour l'instant, ça a l'air de continuer. Je rajoute juste un petit commentaire. C'est bien de voir le verre à demi plein de temps en temps parce qu'aujourd'hui, il y a 0 MW en production en France. Bon, il y a de nombreux parcs qui sont attribués. Il y a Saint-Nazaire qui est en cours de construction et on a déjà des usines. Donc, ça montre bien quand même que même si on peut en parler des heures, la politique des appels d'offres française a quand même porté des fruits puisque nous avons des emplois aujourd'hui qui tournent en France, dans des régions, pour faire de l'éolien. Idem, je parlais de valorisation de savoir-faire, on a une magnifique entreprise en tout cas qui a su valoriser ses savoir-faire dans la production de sous-stations électriques en mer. Et tenez-vous bien, normalement, il y a un concept en mer que les gens connaissent bien qui s'appelle le sea proven, c'est-à-dire que normalement, on fabrique d'abord chez soi et on montre que ça marche chez soi avant de penser à l'international. Et les chantiers de l'Atlantique, ils ont quand même réussi l'exploit d'aller vendre leurs sous-stations à l'international avant même d'en vendre en France. Donc, ça montre quand même que l'industrie française a son mot à dire sur ces technologies. Je voudrais rajouter juste un petit point historique pour l'avoir vécu, en fait. C'est qu'on ne peut pas passer sous silence quand même que à partir du choc pétrolier des années 70, il y a eu quand même pas mal de travaux de recherche qui ont été faits sur ces filières-là en France, qui étaient même peut-être un peu pionnières d'ailleurs. Et puis au moment du contre-choc pétrolier de 86, le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de cohabitation, n'a rien trouvé de mieux que de fermer le robinet des aides. Et en fait, nous-mêmes, à l'Ifremer, on a été contraints d'arrêter les travaux de recherche qu'on faisait avec des industriels sur l'énergie thermique des mers. Et il en a été quasiment de même pour toutes les filières. Ouais, c'est bon. Ok, je continue avec la question suivante. Hein. Tu reprendras la main, Christiane, si tu souhaites. L'ordre des votes a changé. La question suivante, tu avais prévenu hein, que tu serais prêt à répondre, Antoine, donc c'est l'occasion. Qu'en est-il de notre dépendance aux matériaux de construction des éoliennes flottantes, notamment les terres rares? Y a-t-il des risques géopolitiques? Là, je vois le temps avancer. J'ai envie que Bernard réponde à cette question s'il en est d'accord, parce que c'est quand même un sujet qu'il a beaucoup travaillé. Merci. Donc effectivement, les terres rares se trouvent exclusivement dans les aimants permanents des éoliennes de type synchrone, des éoliennes à entraînement direct, notamment quand elles sont très grosses. Là, il y a un véritable avantage à avoir ce type d'aimant permanent. Donc aujourd'hui, les terres rares ne sont rares que de nom, à part le dysprosium qui est un peu critique. Et elles ne sont pas chères, même s'il y a eu des fluctuations importantes de cours. Et comme ce sont les lois du marché qui guident le monde, eh bien, tant que ce n'est pas cher et que ça apporte un avantage significatif, les fabricants les utilisent. Par contre, on peut s'en passer. On peut s'en passer, mais ça fait des éoliennes un peu moins productives, un peu plus coûteuses. La génératrice va être plus lourde, donc les structures porteuses seront plus coûteuses également.
Et voilà, donc les terres rares aujourd'hui, qui ne sont pas si rares et pas si critiques que ça, apportent un avantage économique. Et voilà, c'est le marché qui guide ce choix. Voilà, on peut s'en afficher. Alors, la question suivante, c'est sur l'intermittence. L'intermittence de l'éolien est-elle vraiment un problème pour le développement de la filière? Alors, là aussi, j'ai envie de laisser la parole à Bernard, qui est quand même notre spécialiste du trio sur l'électrotechnique et notamment sur l'intégration au réseau de la variabilité des productions. Donc, Bernard, tu nous en dis un mot? Je pourrais Oui, alors, je ne suis pas spécialiste de l'intégration au réseau en tant qu'ancien chercheur, mais bon, je connais bien le sujet, même si je ne suis pas un spécialiste, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé directement sur la problématique d'intégration au réseau. Voilà, maintenant, je peux prétendre suffisamment connaître le sujet pour en parler. Donc, la variabilité ou l'intermittence, je n'aime pas ce terme parce que ça sous-entend qu'il n'y a pas de prédictibilité, que c'est aléatoire. Enfin, bon. Donc, ça se prévoit assez bien. Donc, ce n'est pas un problème majeur. On a dit à une époque 3% d'énergie variable sur le réseau, c'est-à-dire d'éolien et de photovoltaïque, allait tout planter. Après, petit à petit, on est monté parce que d'autres le faisaient, donc ça marchait. Aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas dépasser 30%. Enfin, tout ça est complètement dépendant des moyens qu'on veut vraiment mettre dans cette transition, dans cette intégration. Et en fait, il n'y a pas vraiment de limite, sauf des investissements complémentaires pour compenser les vrais trous de production. Donc, ça peut être fait avec de la production thermique. Hein, c'est ce que préconise le scénario Négawatt, notamment avec du gaz, mais du gaz vert, du gaz d'origine biologique, donc de méthanisation, mais aussi du gaz issu des surplus de production d'électricité, hein, donc de ce qu'on appelle de la méthanation. Donc, ça coûte évidemment cher, mais sur le système global, le surcoût ramené au mégawattheure produit est de l'ordre de grandeur de ce que présentait tout à l'heure Antoine. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de besoin non plus de stockage réversible à batterie, etc., à très grande échelle. On en aura besoin de beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais rien d'absolument critique. Donc, il y a suffisamment d'études aujourd'hui dans le monde. Alors, ce ne sont que des simulations, il n'y a pas d'expérimentation à grande échelle, mais moi, j'ai une confiance totale dans la possibilité d'avoir des taux extrêmement élevés de renouvelables variables. RTE, pour ceux qui ont envie de creuser le sujet, a quand même publié un rapport complet en septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, qui montre que le réseau peut absorber 50%. Et montre d'ailleurs au passage que sur une prospective de marché liée à la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, je n'hésite jamais à rappeler ce chiffre-là, le mégawattheure carboné, enfin le taux de carbone du mégawattheure français peut baisser, y compris dans une trajectoire qui rehausse la production d'électricité renouvelable, quand bien même aujourd'hui 75% du mix est électronucléaire. Donc, plus de renouvelables en France, ça ne veut pas forcément dire plus de carbone dans le mégawattheure produit. Et ça, c'est RTE qui le dit, ce n'est pas seulement nous. Et encore une fois, je rappelle ce chiffre-là, moi qui, encore une fois, moi ça fait plus de 10 ans que je suis sur ces filières-là. J'ai eu l'occasion de m'exprimer beaucoup de fois. J'ai un peu une réputation d'optimiste parfois, notamment sur la chute des coûts. Mais on a défié tous les pronostics. On parlait de 100 € du mégawattheure à 2030 en 2010. Aujourd'hui, on est à 50 € du mégawattheure avec Dunkerque bien avant 2020. Si on rajoute les coûts de la variabilité, on tourne autour de 70-75 € avec le coût de raccordement. Et rappelez-vous ce chiffre clé qui est que le facteur de charge de l'éolien, du grand éolien en mer aujourd'hui, c'est 60%. C'est 5500 heures à puissance nominale par an. Et ça, en termes d'intégration, d'intermittence, comme le disait la question, ça change tout par rapport à une filière qui produit le jour et pas la nuit ou à 25% à puissance nominale constante. Si c'est possible, j'aurais aimé ajouter une toute petite phrase sur justement le facteur de charge. Montrer que le facteur de charge n'est pas seulement dépendant du site, des conditions de vent du site, mais il est dépendant aussi du dimensionnement de l'éolienne. Et si les facteurs de charge ont considérablement cru dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait de nouveaux choix de dimensionnement en surdimensionnant les turbines en diamètre à puissance donnée. Et donc, on écrète une plus grande partie du productible, on perd une partie du productible de l'énergie cinétique du vent, on ne le convertit pas en écrêtant et on gagne ainsi en facteur de charge.
En 2018, un chiffre aux États-Unis pour l'éolien terrestre, le facteur de charge des nouvelles éoliennes installées était entre 35 et 43%. Un rapport du DOE, du département d'énergie américain. Et ce facteur de charge augmente tous les ans parce qu'il y a une véritable volonté d'aider ces facteurs de charge, ces éoliennes à haut facteur de charge à pénétrer. Si on continue à ne raisonner qu'en puissance, évidemment, le facteur de charge ne sera pas un critère pris en compte. Et là, il faudrait vraiment réfléchir à ça. Alors aujourd'hui, en éolien offshore, on n'est pas encore dans cette dynamique d'accroître les facteurs de charge par le dimensionnement des turbines. Je pense que quand on va vraiment saturer sur le diamètre des turbines, ça va finir par arriver. Et bien là, on va commencer, à mon avis, à raisonner en augmentation du facteur de charge. Et alors, il y a une question qui fait un peu la suite à ce que vous évoquez. Avez-vous des informations sur les technologies et capacités de stockage d'électricité ou d'énergie en mer? On en est tout au début. On va dire que toutes les technologies qu'on connaît à terre, on peut imaginer leur maritimisation. Mais il faut quand même bien avouer qu'aujourd'hui, les investissements R&D qui parlent de stockage énergie en mer se focalisent sur des technologies dédiées, donc soit gravitaires, par gravité, en utilisant la profondeur des eaux et la colonne d'eau pour pouvoir stocker de l'énergie sous forme mécanique, ou alors, bien entendu, c'est un buzzword dans tout le domaine de l'énergie, l'hydrogène. Et d'ailleurs, il y a des projets en France qui commencent à éclore et qui vont permettre de coupler la production de parcs éoliens avec de la production d'hydrogène, notamment quand la production est trop forte par rapport à la demande. Et ça fait quand même aussi écho à une trajectoire qui est très impressionnante. Et j'espère d'ailleurs que la France ne ratera pas ce virage sur l'hydrogène marin au nord de l'Europe, et notamment en Hollande, où il y a des projets, là aussi, qui défient tous les chiffres qu'on pouvait manipuler, nous, depuis quelques années, où on n'est plus sur du 40, 50, 60 mégawatts, mais sur du 400, 500, 600 mégawatts de projets. Donc, on gagne un zéro. Et ça peut aussi un petit peu changer la donne du mix électrique européen global en termes de puissance variable et intégration réseau et stockage intermédiaire. Oui, une nouvelle question là. Qui sont les acteurs pour réaliser les méga-projets éoliens offshore? Seuls les pétroliers et parapétroliers sembleraient avoir les fonds et compétences techniques, Technip, NOV, etc. Ah, c'est une super question. Si Michel veut prendre la suite parce qu'il en connaît un bout aussi. Moi, c'est un peu mon dada en ce moment. C'est qui sont les acteurs économiques qui vont pouvoir assurer à la fois le développement de ces projets, donc avec une complexité évidemment très forte, mais aussi la capacité à financer ou d'être crédible pour aller lever des fonds. En gros, un financement de projet renouvelable, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est sur 100, il y a à peu près 20% de cash qu'il faut mettre en equity, et le reste, c'est de la levée avec de l'emprunt bancaire, etc. Donc, pour ça, il faut être crédible pour aller chercher. Je vous ai dit qu'un projet à 3,6 gigawatts, là, dont on parlait tout à l'heure, c'est un projet à 5 milliards d'euros au moins. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même savoir mettre 400 millions sur la table, voire même plus, pardon. 20%, c'est-à-dire plutôt, 2 milliards, et d'aller chercher le reste en levant des fonds. Donc, du coup, il faut une surface financière élevée et il faut être crédible dans sa capacité à aller lever de l'argent. Aujourd'hui, c'est clairement, effectivement, l'industrie pétrolière et gazière offshore qui a des clés pour valoriser ses savoir-faire et ses capacités à investir ses marchés. D'ailleurs, Statoil, l'ancien norvégien, s'est rebaptisé Equinor, et Dong, qui était un acteur du gaz offshore européen, s'est rebaptisé Ørsted. Donc, ils ont changé de nom, et en fait, ils ont changé de nom en écho avec le virage stratégique qu'ils ont emprunté depuis plusieurs années, où ils sont passés de pure player de la production pétrolière et gazière offshore à progressivement un investissement croissant et qui va devenir majoritaire, nous l'aurons pas dans les prochaines décennies, vers l'éolien en mer qui correspond effectivement à leur profil d'investissement et de capacité à faire. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux. Et notamment, il y a les énergéticiens aussi qui viennent de la Terre, qui s'infiltrent évidemment et qui se marinisent et qui mettent le pied dans l'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prime pour ceux qui ont des reins solides et des épaules certaines
Et c'est pour ça qu'on voit des grands noms comme RWE, EDF, Engie, enfin, voilà, des énergéticiens, on va dire, qui ont une assise internationale et très importante et qui sont effectivement en capacité de financer ces projets qui dépassent systématiquement aujourd'hui le milliard d'euros d'investissement. Ok, bah, il est presque 20 heures. Je propose qu'on prenne une dernière question. Si on va chercher des vents plus favorables et constants très loin, quid des problèmes de raccordement au sol? Michel, tu veux nous dire un mot là-dessus? Pas spécialement. Pas spécialement. C'est Non, pas non, la- c'est pas ma spécialité, ça. Moi, je veux En bien fait, dire un mot, même si ce n'est pas ma spécialité non Vas-y, plus. vas-y. Mais bon, Vas-y. qu'est-ce qu'on appelle loin déjà? Parce que vous voyez, aujourd'hui, on est déjà à plus de 100 km dans la plupart des grands projets. Donc, après, aller au-delà de 100 km, de toute façon, je ne pense pas que les vents seront plus réguliers. Alors, c'est pour aller chercher des gisements, d'autres gisements, mais quand vous regardez bien, on a déjà largement assez à des distances, aux distances auxquelles on va aujourd'hui. Donc après, si on va très loin, ce qu'on envisage, c'est plutôt, comme le disait Antoine tout à l'heure, produire de l'hydrogène, mais pour en faire un combustible et le ramener à terre, hein, pas pour faire du stockage d'électricité sur place. Alors, ta remarque, elle vaut aussi pour les profondeurs, puisque dans le rapport de l'AIE, ils allaient à des profondeurs à plus de 1000 mètres, on peut dire. Et en fait, nous, dans notre rapport, dans notre étude, on a ramené ça à des profondeurs de 200-300 mètres et il y a déjà un très, très fort potentiel jusqu'à ces profondeurs-là. Après, ça pose aussi des problèmes d'ancrage, etc. Et d'éloignement aussi. Il y a largement de quoi faire, effectivement, sur une bande Est-ce qu'il reste une petite seconde pour revenir sur la question précédente? C'est une anecdote, en fait, mais ce sera rapide. En fait, le tout premier projet éolien offshore, il était au large de Dunkerque en 2000. Et c'était une société d'économie mixte avec deux pétroliers déjà, donc Shell et Total, sur un projet, sur un banc de Brest, au large de Dunkerque, évidemment. Les pêcheurs, ils ont dit que c'est là qu'ils ramassaient les meilleurs poissons. Ce projet n'a jamais eu lieu, n'a jamais vu le jour, mais les industriels, c'était déjà des pétroliers. Après, ces deux pétroliers, et il y avait Gemont, dont tu as parlé tout à l'heure, Bernard, pour la turbine. Et en fait, ces deux pétroliers-là, Total et Shell, sont sortis. Et ils sont revenus, d'abord Total et maintenant Shell. Donc, parce que la maturité est là, alors qu'avant, il n'y avait pas la maturité. Enfin, c'est une des raisons. Voilà. Écoutez, merci. Du coup, on va s'arrêter. Oui. Merci beaucoup pour l'intervention et pour vos Et réponses.